Alright guys, on est ensemble aujourd'hui pour un autre épisode du Grand Saut. Je vous présente Antoine, président fondateur de Ubi. Aujourd'hui, c'est pas un challenge, on sort pas les gants de boxe. Au contraire, on est là pour justement parler de la plateforme, parler en fait du parcours entrepreneurial. Je voulais justement savoir, on va commencer ça en force, je veux savoir un peu, il y a eu beaucoup de polémiques sur Ubi dans les dernières semaines, dernière année, je pourrais dire, dans la dernière année, en fonction des poursuites judiciaires. Ouais. Ça a été quoi exactement le conflit? Écoute, plusieurs conflits sur longtemps. Mais puis d'ailleurs, tu dis les dernières semaines, mais ça a été les plus calmes. Là. On a officiellement réglé tous les dossiers. Fait qu'on n'est plus en procédure active. Good. Par contre, on a été poursuivis pour divers chefs par Centris puis par Duproprio. Puis on a... j'apprends dans ce processus-là. J'avais jamais été poursuivi puis j'avais jamais poursuivi. Fait que je pense pas que c'est nécessairement commun, mais c'est cool de... Une fois passé, c'est cool d'avoir vécu ça. Puis je pense pas que c'est... Pas cool, ça réarrive, mais... Ouais. Ce serait plus facile une fois que tu sais c'est quoi. C'est plus surprenant quand ça arrive. Mais c'est un processus comme en 3 phases. Tu as une phase où il évalue si c'est urgent puis il doit agir maintenant. Tu as comme une phase interlocutoire qui appelle, puis tu as une phase sur le fond qui définit exactement si c'était correct ou pas correct. Puis nous, dans notre cas, on s'est entendu à l'amiable à travers ces phases-là, fait qu'on n'est jamais allé sur le fond. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant de ces procédures-là. Finalement, ils ont juste été clôturés. Puis il y avait divers chefs là-dedans. Puis là, je suis pas avocat, fait que j'espère que je le dis bien. Là, puis je veux pas que ce soit mal interprété. Mais le chef qui était le plus débattu, c'était l'utilisation des données publiques pour faire un registre immobilier. Nous, quand on a lancé Ubi, on pourra parler plus tard de c'est quoi l'offre aux vendeurs, mais il y avait des beaux produits pour les vendeurs. Par contre, si tu vends pas ta maison, peu importe dans les conditions que tu peux vendre, c'est pas le but. Le but, c'est de la vendre. Puis pour la vendre, il faut des acheteurs. Fait qu'un moment donné, on s'est assis dans le bureau, on a mis l'acheteur sur un board, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'il veut, l'acheteur, lui? T'sais, comment on ferait pour avoir des acheteurs chez nous, puis avoir une valeur achetée pour ces gens-là? Puis c'était unanime. Là. C'est comme, là, moi, je veux une vue d'ensemble du marché. T'sais, moi, si je magasine, je veux voir ce qui est à vendre. Fait que là, à ce moment-là, on avait divers plans pour créer une vue d'ensemble du marché, puis on a engagé des avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Puis on a eu quelques itérations là, avec ces avocats-là pour arriver à un modèle qui était technologiquement possible. Personne ne l'avait jamais fait, fait que on pensait que c'était possible, mais on n'avait pas la confirmation que ça l'était. Puis qui était aussi légalement défendable, selon les interactions qu'on a eues avec les avocats. Fait qu'on a créé un répertoire immobilier qu'on a maintenu pendant 5 ou 6 mois à peu près. Puis dans cette interface-là, tu pouvais voir des annonces qui étaient sur Remax, sur Duproprio, sur Kijiji. Duproprio en gros. Là. Puis tu avais un point sur la map qui disait cette adresse-là est en vente à ce prix-là. Puis quand tu cliquais dessus, tu étais redirigé vers la personne qui détenait le listing. Puis nous, de la manière dont on le faisait, c'est qu'on achetait la donnée qui était indexée par les moteurs de recherche. Fait que si toi, tu as un listing t'es chez EXP, tu as un listing sur le site de EXP, EXP, eux, ont une structure technologique qui indexe la donnée dans les moteurs de recherche pour que les gens te trouvent. Puis là, nous, on achetait cette donnée-là de Google, puis on la restructurait pour être en mesure d'offrir aux clients une vue comme de map avec des points. Puis ce qu'il faisait, c'est que quand il cliquait, il se ramassait chez toi. Puis là, ce que Centris a dit, c'est... en fait, ce qui est surprenant, c'est que Centris nous a poursuivis avant qu'on le fasse, en mode protection. Là. Puis ça, c'était la phase où on évalue si c'est urgent ou pas. Puis à cette phase-là où il évaluait si c'était urgent ou pas, nous, on a expliqué à peu près comment ça allait fonctionner notre système. Puis le juge, il avait dit, OK, c'est beau, vous pouvez y aller. Puis on avait une entente temporaire avec Centris qui est confidentielle. Fait que là, on a pu opérer le modèle où il y avait... Ça, c'était le premier lancement, là? Ouais, exact. Okay. Gros changement rough, depuis le premier lancement, là. Ouais, là, c'était rough. Puis grossièrement, ce qui est arrivé avec ça, on a réussi à le faire, puis c'était technologiquement vraiment difficile, pas mal plus qu'on pensait. Imagine demander à Google si 3,5 ou 3,6 millions d'adresses sont en vente à chaque jour, puis à la fin, 2 fois par jour pour être une meilleure fraîcheur de données. Puis pogner tous tes résultats que tu as, les interpréter avec l'IA, puis les restructurer pour qu'ils soient recherchables, c'était comme technologiquement vraiment difficile. Ça, on y est arrivé, mais la notion qu'on a échappé, c'est que les données sont indexées entre 2 à 5 jours en fonction de la performance du site qui les indexe. Fait que là, tu sais comme moi qu'une propriété qui a 2 jours sur le marché, elle vaut plus grand-chose pour des acheteurs. Fait que là, les gens qui venaient
zioter la plateforme trouvaient ça cool d'avoir plein de propriétés, mais les gens qui l'utilisaient comme acheteurs actifs nous disaient crime, je peux pas utiliser ça. La maison est déjà vendue quand elle apparaît, elle fait 2 jours qu'elle est sur le marché. Puis nous, ben, on se disait, on va améliorer la fraîcheur des données, mais tu peux pas appeler Google puis dire, hey, index plus vite. 5 fois par jour. Fait que là, ouais. Fait que ça a été une grosse décision quand même. Ben, on avait trop de feedback d'acheteurs qui aimaient pas ça. Ils disaient, la maison est vendue, ou mon voisin d'en face, sa maison vient de sortir, puis elle est pas sur Ubi. Puis nous, on checkait, puis il était comme, ben, on peut pas l'avoir, l'information, parce qu'elle a pas été indexée par les moteurs de recherche. Fait que là, c'est une limitation que tu peux pas briser. Fait que là, est-ce qu'on tient un produit qui est pas bon en ligne ou est-ce qu'on le tue? Puis là, la décision difficile, c'est tout le monde trouve ça cool quand tu lui dis regarde un registre de l'immobilier du Québec. Sauf tout le monde qui l'utilise trouve ça poche. Fait que là, la masse dit c'est cool ce que t'as, les gens qui l'utilisent disent c'est poche. Fait qu'on a pris la décision de le couper. Fait qu'on s'est dit, ben d'abord, on va se concentrer sur l'offre des acheteurs, puis on va se concentrer sur les listings qui sont rentrés dans la plateforme par nos utilisateurs. Puis comme c'était une bonne idée, le registre, mais c'est pas technologiquement viable. Mais tu sais, des poursuites comme ça avant même d'ouvrir, souvent on dit que quand on dérange, c'est là que ça crée du remous. Ouais. Penses-tu que c'était ça qui s'est passé? Ouais, c'est sûr qu'on a dérangé. Écoute, Guillaume m'a brûlé des mises en demeure. Là, puis c'est drôle cet épisode-là parce que différentes façons de le voir. Hein. Des gens, ils sont comme hey, vous avez tellement été arrogant, puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Mais en même temps, on était en période de recrutement à ce moment-là. Puis toi, t'es courtier immobilier, tu le sais que dans une transaction immobilière, il y a beaucoup d'intervenants. Mm-hmm. Puis les gens se fient à leur courtier pour trouver ces intervenants-là dans la majorité des cas. Les gens qui le font par eux-mêmes sont laissés à eux-mêmes. Fait que nous autres, on s'était dit, on va créer aussi un registre des différentes professions que tu vas avoir besoin, puis on va structurer l'avancement de tes ventes autonomes à travers ces professionnels-là. On avait à peu près 2000 postes d'ouverts, comme de gens qu'on voulait référer dans 9 professions différentes. On avait une équipe au bureau qui appelait des arpenteurs, des notaires, puis tout ça pour essayer de remplir comme les postes. Puis c'était un travail qui était super difficile. Puis quand Guillaume a brûlé les mises en demeure, on a rentré 1800 personnes, on a comblé tous les postes d'une fin de semaine. On est comme, bon, ben ça aura valu ça. mais je pense que c'est lui qui a fait le plus parler durant la saga, hein, Guillaume. Ouais, mais Guillaume a des opinions super tranchantes, puis c'est un gars qui s'affirme, il n'y a pas de misère à dire ce qu'il pense. Ouais. Puis c'est rempli d'avantages. Moi, j'adore cette personne-là. Puis quand tu regardes ses réseaux sociaux, c'est sûr que c'est plus tranchant. Mais ça fait parler, puis sans visibilité, il y a rien qui va se passer. Fait que ça va peut-être donner même un petit coup de pouce à aller chercher la visibilité que vous aviez besoin pour faire le lancement. C'est sûr, ça a généré de la visibilité, ça, indéniable. Puis même, là où on s'en allait, qu'il brûle une mise en demeure ou pas, on s'attendait à se faire poursuivre. puis dis-moi, dans toutes ces émotions-là, ces changements-là, parce que toi, tu arrives, tu as une idée, on s'en vient mettre en place quelque chose de nouveau dans le marché. Mais là, il y a des changements. On reçoit un crochet à droite, un jab de l'autre côté. C'est des mises en demeure qui rentrent d'un côté et de l'autre. Ouais. Comment tu as fait pour gérer ton équipe puis garder votre sang-froid dans ces situations-là? Premièrement, je dormais comme un bébé. Là. Genre, je me réveillais aux 2 heures pour pleurer. Là. Mais l'équipe, pour eux, c'était une motivation parce que tu le vois de 2 façons. T'sais. J'ai des bâtons dans les roues, c'est difficile, ou ça dérange les gens, ça fait réagir le marché, c'est inspirant. Puis je regardais... à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au modèle d'affaires qui avait été disruptif dans différents marchés. Puis je voyais Airbnb dans ses débuts où le founder il affichait tous les papiers de mise en demeure d'une vite. Puis c'était comme, voici tous ceux qu'on dérange. Puis si on dérange autant de personnes, c'est parce que le modèle, il fait du sens puis il fait peur. Sans vouloir dire qu'on fait peur à Centris, là, ils se font leur propre perception de nous. Là. Mais on le voyait en mode, si ça dérange autant, probablement qu'on fait quelque chose de bien. Puis c'est à cette idée-là que se raccrochait l'équipe. Puis tu sais, c'est facile... Comment je dirais ça? Je pense que c'est plus facile pour une équipe de faire du travail, de la grosse job sale vers un objectif qui est ambitieux puis motivant que de faire de la job facile vers rien. Fait que là, ils voyaient un marché qui s'ouvre, des nouvelles possibilités, un nouveau modèle, des gens qu'on dérange. Puis ça, ben, c'est plus motivant que dérangeant pour une équipe.
Puis a dû grandir beaucoup aussi l'équipe depuis le lancement initial. Parce que moi, on va se dire transparent, là, la première fois que j'ai vu l'application sortir là, tu t'es dit ça volera pas ma job? j'ai fermé ça, j'ai dit pas trop à m'inquiéter. ben franchement, mais en même temps, ce que j'ai apprécié par exemple de Ubi, c'est que on a vu un modèle qui est un peu différent. Puis c'est ça, un modèle entrepreneur. Je pense que la famille Abatiello, c'est des entrepreneurs. Toi, tu es un entrepreneur. On passe à l'action puis on figure. Puis ça a été ça vraiment qui moi, me dit, OK, il y a quelque chose qui est bien dans tout ce modèle-là. C'est le fait que c'est pas parfait, mais il a été lancé. Puis en cours de route, on va corriger les erreurs puis les problèmes qui sont là. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs, ils vont attendre d'avoir tout parfait avant d'essayer de lancer une idée. Puis là, ils lancent l'idée soit trop tard ou ils la lancent jamais parce que ça sera jamais parfait. Oui, exactement. Ben, à refaire, je sortirais un mois plus tard. J'aurais un peu moins ça aurait l'air un peu moins fou. Mais tu sais, on s'en parlait dans la rencontre où on se préparait à ce podcast-là. Quand on l'a lancé, c'est quand même un gros projet à lancer. Puis ça a l'air de rien pour... Tu sais, un gars de tech qui regarde notre plateforme se dit « Ah, il affiche des maisons », mais quand tu te mets les mains dedans puis tu le fais toi-même, là, tu crées la plateforme, il y a tellement d'affaires à penser qu'on avait structuré un calendrier de développement qui était super long avec des priorités puis des modules puis tout ce qui vient avec. Puis quand on l'a mis dans les mains des gens à l'interne, ben, tout le monde a un commentaire. Puis je suis chanceux d'être avec le groupe Abatiello. Le centre de service, c'est 180 personnes. Fait que là, tu as 180 testeurs potentiels. On a envoyé une version préliminaire de l'app. Puis là, il a sorti de ça comme des centaines et des centaines de commentaires. Puis là, nous, on s'était gardé 3 semaines d'ajustement. Fait que là, tu es dans ces centaines de commentaires-là de gens qui sont très proches de l'entreprise, fait qu'ils savent c'est quoi. Puis tu tentes de les prioriser dans un calendrier de développement de 3 semaines versus ce que tu n'as pas réussi à finir avant ta version livrable comme ta V1. Puis là, on était perdu comme un jeu de cartes. Là. C'est genre, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, évidemment, ben, j'ai accès à des coachs dans les incubateurs pour l'entrepreneuriat à Québec. Puis j'ai aussi des coachs personnels qui me suivent. Puis ils étaient comme, ben, tes utilisateurs, ils veulent quoi? Je suis comme, je sais pas, elle est pas en ligne. Puis ils étaient comme, tu sais, voilà. pense-y parce que là, tu t'en vas faire un peu n'importe quoi. Là. Puis comme je te racontais, drôlement, pour nous, c'était inconcevable d'avoir une plateforme qui n'était pas bilingue. Tu fais une plateforme, il faut qu'elle soit bilingue. Là, on est à Québec, puis toi, t'opères à Montréal, fait que il faut que ça soit bilingue. Fait que les développeurs t'es rendus à traduire la plateforme, puis ça, c'était pas fait au lancement. Puis c'était comme top of the list. La prochaine affaire qu'on fait, on traduit la plateforme. Puis finalement, quand on l'a mis en ligne, là, tout le monde s'en sacrait que c'était juste en français. Ils voulaient cette option-là, ils voulaient cette option-là, ils voulaient cette option-là. Puis on a fait la traduction comme 6 mois plus tard. Mais tu sais, ça met en perspective les priorités qu'on avait en tant qu'équipe qui regardait la forêt trop proche de l'arbre. Avaient rien à voir avec ce que le marché voulait. Fait que moi, j'adhère à 200% quand tu dis faut mettre de quoi en ligne, puis après ça, on construit en vol. Là. Puis ça a été comment justement rebâtir la crédibilité de la plateforme? Ouais. Parce que veux pas, quand tu lances une plateforme dont c'est pas juste le client ou le consommateur qui la regardait, mais tu avais aussi les courtiers immobiliers qui la regardaient pour voir c'était quoi le nouveau compétiteur, on va dire comme ça. Tu avais du proprio qui faisait la même chose, plus le client, le consommateur qui regardait la plateforme. Puis là, ça sort, puis là, tu as la V1 qui sort. Ça n'a pas été difficile. Puis, admettons, les gens oublient vite, mais ils se font une première impression rapidement aussi. Puis, t'as des gens qui ont vu Yubi comme du proprio 2.0. T'as des gens qui ont vu Yubi comme les voleurs de données que dépeignent les médias. T'as des gens qui ont vu Yubi comme une gang de courtiers à rabais. Puis, c'est ces premières impressions-là qui sont difficiles à déconstruire. Tu sais, le fait que l'application était rough puis que le UI buguait quand tu bougeais trop vite, une fois réglé, puis personne t'en parle. Mais ce qui est difficile, c'est comment tu partages le bon message d'une ligne de communication qui se tient dans tous les canaux qu'on a en répondant de manière cohérente entre 6 actionnaires qui ont tous des réseaux sociaux. Fait que là, tu as plusieurs comptes de plusieurs personnes qui ont différentes visions du projet, qui doivent partager un message qui donne une ligne directrice. Puis même, on s'est un peu auto-saboté là-dedans parce que pour nous, une ligne de communication facile pour le client, fait que monsieur, madame, tout le monde, c'est viens économiser de l'argent. Puis ça parle à tout le monde, comme personne n'a pas envie d'économiser de l'argent. Puis sur Yubi, tu l'as vécu un mini peu, là, l'utilisation en tant que courtier, mais tu n'as aucune obligation. Tu mets ce que tu veux, puis le client te choisit s'il veut. Mais tu as des clients qui cherchent des courtiers pas chers, puis tu as des courtiers pas chers.
Fait qu'on fait des matchs de courtier pas cher. Fait que là, ça crée des économies parce que nous, on compare ce que le client paye avec la commission de 5%. Fait que là, on se dit, tabarouette, ça, c'est une belle ligne de communication. Et c'est facile. Là. Regarde, tu sais, chez nous... C'est du marketing aussi, en quelque sorte. C'est ça. Par contre, ce message-là a eu beaucoup plus d'impact négatif auprès des courtiers qu'on pensait. Puis c'est ça qui est difficile en date d'aujourd'hui à faire comprendre. T'sais, on se parle, je suis en mesure de dire face à face, Dom, tu as un bon profil, ça fait longtemps que tu fais ça, tu es un bon courtier, viens chez nous, soumissionne ce que tu fais dans le marché et puis tu vas avoir du succès. Mais comment tu le dis au marché, c'est plus difficile quand eux voient les messages marketing client. Oui, mais je pense que le message... mettons, je te donne la perception des courtiers, mais en étant dans l'autre côté des chaussures, pour avoir eu les échos qui rentrent. Je pense que le problème n'était pas la plateforme, mais plutôt le message partagé par les actionnaire, comme quoi que je suis écœuré de payer des ci, des ça, puis je nommerai pas de nom, mais ça fait pas de sens qu'il y ait un courtier fasse autant. Puis il y avait beaucoup de messages de cette façon-là qui faisaient en sorte que, tu sais, c'est une atteinte directement à la paye du courtier, mais aussi à sa famille, parce que c'est sa paye qui nourrit sa famille, etc. Ça découle assez rapidement. Puis je pense que c'est ce message-là qui a été moins bien digéré avec les courtiers que... Tu sais, des courtiers à rabais, il y en a tout le temps eu, il va tout le temps en avoir. Puis des courtiers qui sont trop chers, puis des courtiers qui font leur job, des courtiers qui le font pas. Tu sais, dans tous les domaines d'activité, il y a des bons, il y a des pas bons. Dans tous les domaines. Puis dans tous les domaines, il y a quelqu'un qui charge plus cher que ce qu'il devrait pour la job qu'il va donner. Puis l'inverse est tout autant vrai. Il charge pas assez cher pour ce qu'il donne comme service. Mais là, c'est le message, la perception, je pense, de moi que j'ai entendu des proches courtiers que je collabore, c'était OK, mais on cherche juste à mettre une pression sur le courtier pour faire diminuer la commission moyenne. Puis, en fait, de toute façon, aux yeux des gens, ça vaut pas ce qui est payé. Puis c'est correct, on est au Québec. Je pense aussi que la vision du courtier au Québec est un peu comme la vision d'un avocat, là. On va le dire comme ça. Donc, on n'est pas bien vu. Mais je pense que c'est juste par un manque de connaissance du grand public de c'est quoi la réelle job d'un courtier immobilier, tout comme une plateforme de données comme vous avez mis en place. Le monde pense que c'est juste un scraper en ligne qui va chercher l'information puis ça met ça sur un site, mais c'est un manque d'information de qu'est-ce qui se passe vraiment dans le back-end qui fait ces préjugés-là. Puis tu sais, tantôt, je te disais, il faut aligner un message avec 6 actionnaires qui ont tous différents comptes puis une voix qui est écoutée. Mais tu sais, il faut aussi qu'on... Ça a un downside des compagnies qui ont beaucoup de visibilité par les founders, parce que les founders, c'est des personnes. Ils ont leurs opinions, ils ont leurs propres circonstances de ce qu'ils ont vécu dans le passé, leur expérience dans ce marché-là. Puis, admettons, dans le marché, tu as des gens qui aiment pas les courtiers, tu as des gens qui paieraient pas cher pour un courtier, tu as des gens qui adorent le travail d'un courtier, tu as toutes sortes. Puis, chaque personne a sa propre perception de nos services puis les gens avec qui on travaille. Ce qui fait que je peux pas aller dire à Guillaume... La dernière expérience de Guillaume avec un courtier a été désastreuse. Ouais. Puis lui, il dit, asti, il faut éduquer les gens à choisir le bon courtier de manière éclairée. Puis moi, je voudrais être sur centriste puis payer un frais qui est plus bas parce que je suis en mesure de négocier, préparer mon bien puis je veux m'impliquer dans les documents. Fait que pour lui, sa dernière expérience était négative, puis il y a un courtier, ça gagne trop cher. Mais ça, c'est son opinion personnelle. Mais toi, tu es un ancien courtier. Absolument. C'est ça qui est assez paradoxal. Puis c'est ça que je trouve le fun. C'est que s'il y a un élément qui est le fun, c'est de voir une personne qui a créé une plateforme, mais qui a déjà porté les chaussures dans le passé. Ouais, oui. Je pense que ça fait une différence. Moi, justement, je veux y toucher. En étant un ancien courtier, comment est-ce que Ubi a touché tes idées à travers le temps, parce que initialement tu voulais être courtier. OK, on part là-dedans. Mon background. Oh oui, je vais aller dans le background. OK, originalement, moi, j'étais un ingénieur de formation. Fait que j'étais un gars de chiffres. J'ai toujours aimé les chiffres. Tout ce qui touche l'ordinateur, les processus, les ressources, puis j'étais un triple de ça. Fait que j'ai navigué dans ce monde-là. J'ai eu quelques emplois, mais si on veut finir par parler d'Ubi, je vais les skipper. Ne skipper pas. OK, écoute, allons-y d'abord. J'étudiais en génie, puis mon premier emploi... Puis, by the way, j'étudiais en génie parce que c'était le génie de l'optimisation, c'était le génie industriel. Puis c'est le génie qui s'occupe d'avoir des opérations efficaces au niveau monétaire, des ressources, puis du temps. Ça me faisait triper. Je suis comme, moi, je me lève le matin, puis mon café tourne en même temps que mes toasts, puis je pars en 5 minutes. Je suis comme, moi, tout est organisé dans mon quotidien. Fait que je me dis, c'est parfait pour moi. Puis le premier stage que j'ai eu comme
la majorité des ingénieurs industriels a été en gestion de la qualité. Fait que là, tu rentres dans une entreprise, puis tu as le mandat de t'assurer que ce qui sort est toujours de bonne qualité. Fait que là, je me dis, on va partir comme ça. Il y a des processus, il y a des standards, il y a des trucs à mettre en place. Puis là, je n'aimerais pas la compagnie parce que j'ai pas aimé mon expérience. Je me suis ramassé dans une shop d'armoire poussiéreuse et sombre. Les ressources, c'était Martin, puis la technologie, c'était une lampe de poche. Puis si elle mettait de côté, il voyait les bulles dans la peinture. Fait que là, je me suis dit, tabarouette, je ferais pas ça de ma vie, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, la lampe de poche, là. Ouais, c'est ça. Comme c'est bien loin de mon rêve d'optimisation d'entreprise où tu sais, toi, tu t'imagines là, une factory qui est toute propre avec des robots et tout ça. Je me dis, bon, je ferais pas ça de ma vie finalement. Fait que là, je suis allé voir la directrice de programme, puis j'ai dit, elle s'appelait Nadia, puis elle était vraiment très gentille. J'ai dit, Nadia, je pense que je viens de perdre 3 ans de ma vie, là. Je n'irais pas travailler dans une usine où il y a de la poussière puis il fait noir, là. Elle a dit, ben, tu sais, il y a tellement de champs d'application de ton génie, il faut juste t'ouvrir un peu tes horizons. Puis il y a plein de programmes parascolaires ou de trucs qui t'aident à aller toucher à d'autres secteurs du génie industriel. Tu sais, il y a des ingénieurs industriels dans les hôpitaux, il y en a dans les systèmes de transport, il y en a dans toutes sortes d'affaires. Fait que je me disais, crime, il y a un parascolaire que c'était un programme de développement à l'international. Fait que c'est du développement des affaires à l'international. Puis là, comment je l'ai vu, c'est que je me suis dit, on va être payé pour voyager. Ça aussi, c'est hot. Fait que je me suis inscrit dans le programme. Tu commençais par, on te drop dans un bureau, tu as un téléphone, puis tu fais du cold call jusqu'à temps que tu trouves une entreprise qui est prête à te payer pour vendre leurs services ou leurs biens à l'étranger. Puis là, déjà, tu sais, moi, j'étais un ingénieur, puis je fais rien que travailler à l'ordinateur, puis ils me drop d'un bureau. Ils disent, présente-toi avec un complet puis ton téléphone. Là, t'arrives dans le bureau, tu fais des appels, puis là, un moment donné, tu commences à comprendre la game, tu sais, du code call, puis de la valeur ajoutée, puis des selling points, tu te montres des scripts, t'as des tactiques pour passer à côté des adjoints ou bien des réceptionnistes, puis là, un moment donné, tu pognes ton mandat. Fait que là, première victoire. Puis j'ai travaillé pour une entreprise de meubles à Victoriaville. Puis pour eux, ça, c'était vraiment cool. Puis là, tu fais du développement avec des traducteurs, tu appelles à l'international. Je développais au Mexique puis en Corée du Sud. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai réalisé là-dedans que la vente, c'était moins pour moi. J'avais quand même du succès, puis je m'y plaisais, mais là où j'ai trippé, c'est comme comment tu prends une planche de bois à Victoriaville, tu fais un meuble avec, puis tu le livres à Singapour. Là, genre. C'est fou, là. Il y a toute une chaîne logistique avec différents joueurs là-dedans. Fait que là, ça m'a fait ça, un côté peu. Ingénieur. Ouais, exact. Puis là, tu vois des gros bateaux avec des containers, mais il y a tellement de jobs derrière la logistique d'un meuble qui va de Victoriaville qui va en Corée du Sud. Fait que je me dis, moi, je vais me spécialiser là-dedans. Fait que je vais aller faire de la logistique internationale. Fait que je suis retourné me former, puis j'ai travaillé à accompagner des manufacturiers qui s'exportaient à monter leur chaîne d'approvisionnement et de distribution. J'ai ouvert ma propre boîte de ça. Fait que j'ai accompagné une douzaine de manufacturiers à vendre des produits à travers le monde. Puis grossièrement, je pouvais arriver d'un manufacturier qui avait un chiffre d'affaires de 500 000 à 1 million au Québec, puis qui disait, moi, je vise l'international. Puis là, je débarquais avec une page blanche, puis comme, OK, ben, ça va être quoi ta réalité quand ton chiffre d'affaires va être à 2-3 millions, puis tu vas faire des ventes partout dans le monde. Fait que ça, c'était cool. Par contre, ce que j'ai vécu là-dedans, en tant qu'entrepreneur qui vendait des heures, c'est que j'avais le feeling de tout le temps être lié à mon temps. Puis ça me dérangeait parce que si je travaillais moins, j'avais moins de revenus. Puis je travaillais plus, j'avais plus de revenus. Fait que là, je voulais travailler plus, mais moins. Puis t'es 100% dépendant de toi. J'avais pas l'impression de construire quelque chose qui allait survivre à mon temps. Fait que là, je me suis mis à prendre l'argent que je faisais en consultation puis faire des mini-projets. Fait que là, j'ai eu quelques petits projets d'entreprise qui mouraient tous parce que je brûlais pas le bateau, là. Je sais pas si tu connais l'expression de burn the boat, mais... Ouais. All in ou all out. C'est ça. T'sais, j'avais des mini-projets. Dans ce temps-là, je savais pas, là. Ça, c'est un apprentissage. Que je montais, puis quand ça devenait difficile, j'étais comme... je vais retourner vendre mon temps, c'est bien plus facile. Fait que là, je lançais le projet, j'allais vendre mon temps, je me tenais de vendre mon temps, je faisais un autre projet, j'étais pas all-in. Fait que là, s'il marchait pas, je retournais vendre mon temps. Puis là, tu commences à avoir ta mentalité qui s'installe de je suis pas capable. Je suis pas capable de finir un projet, là. Fait que là, ça devenait tannant, cette mentalité-là, qu'aujourd'hui, j'ai réussi à déconstruire, mais... Puis à travers ces petits projets-là, un jour, il y a une de mes amies qui est courtière immobilière, elle dit « Antoine, moi, j'ai un projet dans le monde de l'immobilier. » Puis le monde de l'immobilier m'a toujours intéressé. Moi, je pensais investir en immobilier, mais finalement, j'avais tout le temps mieux à faire avec mon argent. Fait que j'avais pas assez d'argent pour... Ouais, c'est ça. Puis quand je me suis fait proposer un projet d'entreprise dans l'immobilier, je me suis dit, Colin, tu sais, ça touche
un sujet qui m'intéresse, puis des skills que j'ai déjà. Fait que j'ai décidé d'embarquer. On a fait des bureaux où travaillaient différents professionnels de l'immobilier, puis on plaçait un courtier immobilier qui faisait partie de notre équipe là-dedans. Fait que quand les professionnels sur place qui payaient le bureau par leur location avaient besoin des services d'un courtier immobilier, ben ils référaient, puis là, nous, on touchait une commission des références. Puis, on a mis tout ça en place. C'est là que j'ai appris qu'un courtier immobilier peut juste partager sa commission avec un autre courtier immobilier, chose que je n'étais pas. C'est là que tu te dis beau projet. Quand même le temps de te payer. Ouais. Ah, désolé. fait que je me dis, pas trop, je vais aller faire mon cours de courtier immobilier. Là, j'avais googlé ça, puis ils donnaient ça en ligne par correspondance. Fait que je me suis inscrit au Collège de l'immobilier. Je suis devenu courtier immobilier. J'ai passé mon cours à l'OACQ. J'ai rejoint Via Capital à Québec dans ce temps-là. Puis là, j'ai commencé à voir le monde immobilier. Puis là, je voyais toute la gestion documentaire, tout le paquet de données puis d'analyses qu'il y avait là-dedans. Puis pour moi, c'est pas quelque chose que j'avais vu avant d'être là-dedans. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de clients. Ils vont dire, le courtier immobilier prend des photos, ouvre la porte, là, mais il y a énormément de données, de législation, de processus de documents. Puis ça m'intéresse. Là, j'étais un gars qui aime l'optimisation. Fait que là, je me dis, bon, on va faire des transactions, on va voir comment ça se passe. Puis là, j'ai opéré en tant que courtier pendant quelques années. Pendant 2 ans, en fait. Puis, je me suis dit, d'un, les outils sont pas à la hauteur de ce que je devrais utiliser dans le contexte où j'étais. Puis, de 2, la génération de clients, là, c'était vraiment difficile. C'est comme, t'investis en marketing, mais tu comprends pas comment ça marche le marketing. T'as pas de résultat. Tu peux acheter des leads, tu te fais charger 2000$, tu reçois 25 leads, il y a personne qui close. Ou là, tu pars, tu fais du porte-à-porte. Je sais pas si tu en fais encore du porte-à-porte, mais tabarouette, c'est long faire du porte-à-porte. Ouais, ça te rappelait probablement quand tu avais commencé à faire tes cold calls dans tes débuts dans la vente. 1000 fois plus facile de faire des cold calls. Là. Ah ouais? En tout cas, je sais pas pour toi, mais tu sais, la première année, j'ai fait, 1000 quelques adresses en porte-à-porte. Quand même. Puis j'avais pas en tout envie d'en faire. Mais là, je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi il y a pas un endroit où je peux juste afficher mes services. Tu sais, admettons, moi, j'ai vendu des produits pour des manufacturiers à travers le monde, puis tu sais, t'as des Amazon, t'as Facebook Marketplace où il y a quelques personnes, les gens ont un Shopify. Tu sais, je comprenais pas pourquoi il y avait pas un endroit qui digitalisait les services du courtage puis le magasinage d'un courtage, puis de courtier immobilier. Fait que là, je me dis, on pourrait avoir juste une plateforme où s'affichent les courtiers immobiliers, décrivent leur offre, avec pourquoi ils chargent ce montant-là, puis que là, le client, il peut consulter ces montants-là, pourquoi les courtiers chargent ce montant-là, puis choisir avec qui ça lui plaît de travailler. Puis ça me semblait simple, dit comme ça, finalement, c'était vraiment pas simple. Où on est rendu. Ça toujours d'une idée, hein? Ah ouais, mais le point, c'est ça, c'est comme pourquoi le client, il n'y a pas un endroit où magasiner son courtier efficacement, puis pourquoi le courtier, il n'y a pas un endroit pour promouvoir son offre efficacement, tu sais. Je pense que le courtage, moi, ça va faire 13 ans là, que je suis dans le courtage, puis t'as donné une idée un peu de mon background. Anciennement, j'étais dans la construction comme charpentier menuisier. Moi, je voulais acheter, rénover, vendre. C'était mon but initial, c'était ça. Là. Okay. J'avais aucun lien vers le courtage. Puis quand j'ai commencé à faire des transactions. C'est pas pareil que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Mais attends, comment t'as commencé? Tu dis, je voulais acheter, rénover, vendre? Initialement, c'était ça. Moi, je travaillais dans la construction le jour, puis le soir, puis les week-ends, je faisais mon cours de courtage. Puis mon but, c'était de faire des flips. Là, j'étais dans la construction, fait que je voulais faire des flips. Puis, tu voulais faire ton propre courtage des opérations. Exactement. Je voulais acheter des immeubles, les rénover, les revendre, puis faire mes sous. J'avais pas l'intention en soi de faire des transactions immobilières pour des clients, jusqu'à temps que je fasse mes premières transactions immobilières avec les clients. Où est-ce que je me rends compte que le courtage, il y a 12-13 ans, n'était pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Ça fait que toi, c'était en quelle année que tu as fait ton cours? Et ça fait que j'ai arrêté là 3 ans, puis ça fait 2 ans, ça fait 5 ans de ça. 5 ans, ça avait déjà commencé à changer, mais quand j'ai commencé, on signait un contrat, c'était 2 pages, la DV, c'était 3 pages, ça allait bien, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai commencé à faire des transactions avec les gens, tomber en amour avec plus les projets, aider les gens à apporter des solutions. Mais où je voulais aller avec cette idée-là, c'est que je pense que le courtage a évolué à travers les années, mais n'a pas évolué au rythme qu'il aurait dû. Ou est-ce que la transaction immobilière reste la même chose? Bon, on a un produit, on a un acheteur, on a une offre d'achat, on fait les conditions, puis après ça, on passe au notaire. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Mais le processus d'acquisition de clients pour le courtier, le processus d'afficher pour ses services,
peu de courtiers ont su s'adapter à travers le temps dans la technologie pour justement être capable d'aller chercher de la clientèle sans avoir à faire du porte-à-porte, des appels. Je pense qu'encore aujourd'hui, même nous, on en fait beaucoup. Par mois, on fait un 15 000 à 16 000 appels par mois actuellement pour l'équipe. Mais je ne sais pas si il y a 10, 15, 20, 30 ans, c'était la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Tu comprends? Ça n'a pas changé. C'est les mêmes objections, c'est le même processus que ce qu'on a. Fait que d'arriver puis de créer une plateforme dans ce marché-là, ben, je pense que vous avez arrivé à mettre en place quelque chose à la hauteur de la technologie d'aujourd'hui qu'on doit avoir là, pour le courtage. Maintenant, comment tu vois la vision de Ubi à travers le temps pour les courtiers et pour le client? Oui, certain. Ben, pour le client, présentement, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Il rentre, il magasine. S'il trouve le courtier qui lui convient, il le prend, puis il continue. S'il trouve pas le courtier qui lui convient, il le prend pas, puis on s'en fout. Puis on veut que ça reste comme ça pour lui, parce que la plateforme est là pour le servir en premier. Parce que je suis d'avis que si tu construis quelque chose pour le client, tu vas réussir, c'est sûr, à la base. Fait que là, à chaque fois qu'on prend une décision, on dit le client là-dedans, lui, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Fait que c'est sûr que côté client, l'expérience va rester pratiquement la même. Je veux dire, les seuls enjeux qu'on a côté client présentement, c'est expérience utilisateur. Fait que, comment il navigue à travers les sections, comment il remplit ses formulaires, comment il consulte ses soumissions. Après ça, du côté courtier immobilier, on évolue vraiment beaucoup parce qu'au final, c'est les courtiers qui nous payent. Puis là, les courtiers qui sont chez nous vivent des expériences différentes avec des bons clients, des mauvais clients. Puis on a changé le pricing 3 fois dans les derniers 6 mois. On change les prix, la façon dont c'est chargé parce qu'on veut créer un modèle qui est viable pour nous puis pour eux. Tu sais, si on fait pas d'argent, on arrête de générer des leads, on arrête de t'envoyer la job. Mais si tu payes trop cher, tu arrêtes d'en acheter, on arrête de t'en vendre. Fait que c'est un équilibre. Puis le deuxième enjeu qu'on a avec les courtiers, c'est que on en a vraiment beaucoup, là. Mais je pense que ça représente le marché. Puis tu sais, tantôt, tu disais les clients ont une mauvaise perception du courtier. Moi, mon opinion personnelle, c'est qu'ils ont une mauvaise perception du courtier parce qu'il y a trop de mauvais courtiers qui chargent trop cher. Mm-hmm. Puis il y en a beaucoup, malheureusement. Puis les clients, ils n'ont pas de façon efficace de le savoir. Fait que quand tu es devant 3-4 courtiers, tu vas y aller presque au feeling, ou si tu t'es fait référer un courtier, tu vas dire probablement qu'il est meilleur que les 2 autres, mais tu risques quand même de prendre le courtier qui t'offre un service de merde à 5%, puis là, tu restes avec la perception que tous les courtiers, c'est des crosseurs. Tandis que si tu avais choisi un courtier qui le vaut, tu serais parti avec la perception qu'il a travaillé en tabarouette puis une chance que tu l'avais. Puis je suis persuadé que tu le vis. Fait que là, c'est comment on utilise la banque de courtiers qui travaille avec nous puis les données qu'ils nous génèrent en opérant avec nous pour envoyer à nos clients les meilleurs. Fait qu'on a un algorithme qui est le moteur de notre business qui va dire ce courtier-là, dans ces critères-là, c'est vraiment un bon choix, puis ce courtier-là, dans ces critères-là, c'est pas un bon choix. Fait que notre défi, c'est de bien définir cet algorithme-là pour mettre de l'avant les bons courtiers, puis mettre de l'arrière les mauvais courtiers. C'est là où j'ai toujours la question qui me vient en tête. Comment déterminer c'est quoi un bon courtier? Mm-hmm. Parce que dans le courtage, un bon courtier, ce qu'on voit, c'est jugé par le nombre de transactions. Ouais. Tu sais, puis je me rappelle, je disais quand je commençais dans le courtage, on disait toujours, les années d'expérience dans le courtage, ça ne veut absolument rien dire. Ça va être vraiment en fonction des nombres de dossiers que tu as fait que tu vas être capable de déterminer l'expérience d'un courtier. Ouais. Mis à part son volume, parce que tout le monde commence en quelque part, là. Mis à part son volume de transactions, c'est sur quel élément on se base pour dire ce courtier-là, il est bon? Ouais, de un, on ne le construit pas en fonction de ce que nous, on pense, parce que ce serait tiré dans le noir, là. Mm-hmm. On demande à nos clients, c'est quoi tu cherches, toi? Puis là, on demande à 100, 200, 300 clients. Puis eux nous disent, je veux un courtier qui a ces critères-là, je veux un courtier qui a ces critères-là. Puis après ça, on prend ces mêmes clients-là qui ont fait un choix, puis on leur demande, est-ce que ça s'est bien passé, puis pourquoi? Puis là, on récolte les différents éléments que les clients nous retournent, puis on tente de les définir dans des règles quantifiables. Fait que, tu sais, le nombre... Pour te donner un exemple, là, je pense que c'est la dernière version de l'algorithme qui l'utilise comme ça, mais le niveau d'activité du courtier, c'est le critère numéro 1. Puis nous, on l'identifie par le nombre de listings qu'il y a en ligne. Fait que si tu es un courtier avec beaucoup de listings dans un secteur, tu es très pertinent pour ce client-là. Puis ça représente, en date d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 30% de ton évaluation si tu es actif et proche. Puis le pricing comme 5% dans l'algorithme. Fait que, tu sais,
Puis tout ça, ça représente ce qu'on dit nos clients dans leur processus de recherche puis leur expérience avec ces courtiers-là. Fait que on va prendre à quelle vitesse tu vends des maisons, les différences de prix que tu vends des maisons. Après ça, on va regarder si tu es proche d'un client, on va regarder combien tu as de listings en ligne, on va regarder si tu réponds rapidement à tes messages, puis on regarde si tu closes beaucoup des clients qu'on t'envoie ou pas beaucoup. Par exemple, si moi je travaille avec un courtier que j'ai jamais vu, qui s'est inscrit de manière autonome sur la plateforme, avec un client que j'ai jamais vu, qui est venu de manière autonome sur la plateforme, puis que je dis au client, travaille avec ce courtier-là, je pense que c'est un bon match pour toi, ben, j'ai un risque que le courtier soit bon ou pas bon. Mm-hmm. Puis évidemment, il faut donner une chance aux coureurs. Là. Les courtiers rentrent sont référés de manière équitable. Par contre, si tu arrives chez le client puis tu as l'air tout croche, forte chance que tu le closes pas. Si tu arrives chez le client puis tu es très organisé puis que tu es bon, forte chance que tu le closes. Fait que là, on regarde au courtier à qui on envoie de la job. Si tu closes bien nos clients, tu maintiens des bons reviews, puis lors de nos suivis clients, les clients ont toujours que des bons commentaires, ben là, on augmente ton classement. Puis si au contraire, tu closes pas ou on reçoit des plaintes, ben nous, on appelle ça des manquements. Fait que si un client nous appelle puis dit « Hey, Dominique, il est rentré chez nous puis il a volé un vase », ben on va dire « Dominique a un manquement ». Fait que là, lui, il descend dans l'algorithme. Fait que là, puis plus on a d'utilisateurs, puis plus on a de courtiers, plus on a de données. Fait que ça nous permet de faire un ménage entre ces courtiers-là devraient être moins référés parce qu'ils sont pas bons. Puis ces courtiers-là devraient être plus référés parce qu'ils sont bons, selon les critères qu'ont mentionnés nos clients. J'espère avoir pas été trop technique, là, mais non, c'est très clair, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir quand vous avez fait votre collecte d'informations sur qu'est-ce que le client recherche. Ouais. C'est quoi les commentaires qui ressortaient le plus? Il faut qu'il soit proche de chez nous, il faut qu'il connaisse mon secteur, puis il faut qu'il soit d'expérience. Quand le client dit d'expérience, il n'entend pas les années d'expérience. Il entend, as-tu fait de la transaction ou pas? Fait que grossièrement, c'est ça qu'ils nous disent. Puis je te dirais, loin derrière la commission, mais ils considèrent au choix ça plus. Tu sais, quand je vois toutes mes options, c'est là que je regarde le pricing. Mais quand ils cherchent un bon courtier, c'est vraiment, il faut qu'il soit proche de chez moi, qu'il connaisse le secteur puis qu'il soit actif. C'est quand parce que c'est les mêmes commentaires qu'on reçoit toujours. Mm-hmm. Puis c'est quand je regarde, mettons, en termes de transactions, ce qu'on va faire, nous, on n'est jamais dans les moins chers non plus. Tu sais, les clients nous choisissent pour l'expertise, vont nous choisir pour justement la valeur ajoutée qu'on apporte, que ce soit les stratégies fiscales, des fois qu'on va leur proposer pour un investissement ou peu importe ce qu'on va leur proposer autre que juste mettre une pancarte puis vendre la propriété. C'est ça que les clients nous appellent puis ils recherchent quand ils nous appellent. Puis c'est ce qu'on coach aussi aux courtiers dans l'équipe de leur dire c'est jamais vraiment à propos de la commission, c'est à propos de la valeur ajoutée. Puis c'est toujours ça, je pense, la corrélation dans n'importe quel produit qu'on va vendre, que ce soit un produit ou un service, une plateforme, c'est quoi la valeur versus le prix payé. Tant qu'il y a plus de valeur que le prix, le client va être prêt à payer s'il y a plus de valeur que le prix. Oui, puis c'est là que c'est intéressant parce que la notion de valeur est différente pour chaque client. Mm-hmm. Puis peut-être tu dis, nous, on n'est pas les moins chers. Il y a des clients qui cherchent les moins chers, puis on a des courtiers qui sont les moins chers. Puis quand on leur présente ces soumissions, je te parlais qu'on utilise un algorithme pour classer les gens, mais dans ces soumissions, il y a des sections. C'est pas des sections visuelles, là, c'est juste que nous, on en présente 10, puis on va te présenter des top courtiers. On est comme eux, c'est pas les moins chers. Mais je me ferme les yeux, je t'envoie à Dominique, puis ça va bien aller. Après ça, tous ceux-là qui sont le plus proches de chez toi, classés en fonction de notre algorithme, puis des options à bas prix. Puis le client, il choisit ce qu'il veut. Puis nous, ce que personnellement, je pense, puis évidemment, ça se reflète dans le business parce que j'ai un peu de pouvoir dans ce qui se passe, c'est que si le client, il cherche un courtier pas cher, puis qu'on a un courtier qui cherche pas cher, ils vont travailler ensemble, les deux vont être contents. Parce que le client, il paye pas cher, forte chance qu'il n'y ait pas des attentes super élevées, puis le courtier il offre un service pas cher, forte chance qu'il n'y ait pas un niveau de service super élevé, mais c'est un bon match. T'sais, le client veut ça, le courtier veut ça, ça va bien. Les attentes sont alignées. Tandis que si toi qui es sur la même page, qui charge plus cher, mais qui a un plus haut niveau de service, tu ramasses un client qui est prêt à payer plus cher, mais qui a des attentes d'un niveau de service plus élevé, bon match, tu sais. Mais quand tu te mets à interchanger ces rôles-là, un client qui veut pas payer cher, qui travaille avec un courtier qui offre un service hors pair, mais cher, il est insatisfait, c'est pas un bon match. Puis si tu pognes un client qui est prêt à payer cher puis qui décide de prendre le courtier pas cher, ben là, il est pas content parce que son service est pas bon. C'est la loi du marché, c'est un peu ça. C'est que tu as des clients qui veulent de tout,
Puis on a des courtiers qui offrent de tout. Puis quand on fait un match, ça peut être un match pas cher, ça peut être un match cher, mais dans les deux cas, le client le choisit. Puis il y a des attentes qui sont alignées avec ce qu'il a choisi. Clairement, mais à la fin de la journée, c'est-tu vraiment une histoire de commission ou c'est combien qui reste dans les poches au client à la fin de la transaction, tu sais? Parce que j'ai une multitude de cas que je pourrais expliquer. Exemple du proprio, on rencontre le client, on le rencontre, on ne veut pas payer de commission, on signe avec nous, on vend la propriété, finalement il fait 10, 15, 20 000 de plus après nous avoir payé que quand il était sur du proprio. Des cas comme ça, on en a 30, 40 par année, toutes les années comme ça. Ah oui, c'est certain. Mais c'est toujours une question de qu'est-ce qui reste dans tes poches à la fin. Est-ce que le courtier va être capable de justement négocier le prix correctement, de maintenir son bout quand ça va être le temps? C'est des éléments importants, je pense. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, on en a des. Ben, sur la plateforme, on n'en a pas parlé encore, mais tu peux trouver ton courtier ou tu peux t'afficher par toi-même. Puis, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est comme si toi, tu n'en veux pas de courtier, tu n'es pas obligé, affiche-toi. Puis, là, ben, c'est un comportement qu'on voit tout le temps. Là. Ils s'essayent. Puis là, on offre les services d'évaluateur payants si tu as envie. Fait que là, les gens, ils vont faire évaluer leur propriété, ils la mettent en ligne. Mais quand on disait tantôt qu'un courtier, c'est pas ouvrir des portes puis prendre des photos, ben là, ils se ramassent en négociation, ils se ramassent avec des visites, ils se ramassent en offres multiples. Puis là, ils sont comme là... Je fais quoi? J'ai besoin d'aide, là. Puis tu sais, nous, on n'est pas une agence immobilière, on n'est pas un courtier. Fait qu'on leur dit, ben clique là, puis un courtier va t'être référé. Fait que là, ils cliquent, ils prennent un courtier. Puis je dirais... Cette stats-là, je l'ai pas, on la tient pas, mais ça doit être 70-80% des gens qui s'essaient par eux-mêmes qui finissent avec un courtier. Là. Du proprio, c'est 98% et 2% seulement qui vendent par eux-mêmes. C'est une stat partagée, ça? Oui, c'est disponible sur le site de Du Proprio, tu as les vendus, puis tu peux aller chercher ceux sur Centris aussi. Ah, tes cross-références pour... exactement. Avec 98%. Ça avait augmenté à 96 l'année passée, puis là, ça a redescendu cette année. Ça a toujours été, depuis moi, je suis en immobilier, entre 96 et 98. Mais c'est quand même un flow qui fait du sens quand tu y penses. Admettons, là, un client qui dit... C'est un anti-courtier, là, il veut rien savoir. Là. Il est comme, moi, je veux vendre par moi-même. Essaye-le, tu sais. Si c'est ça que tu veux, toi, essaye-le. Puis là, tu vis la réalité. Puis tu sais, tu dois le savoir. Si vous en appelez beaucoup des du proprio, là, chez nous, après 2 semaines, il se passe rien, je capote. Là. Ah ouais. Fait que là, les clients, ils sont comme, comment je fais pour vendre? Fait qu'on lui dit, ben, clique ici, puis on va te référer des courtiers immobiliers. mais ça arrive, par contre, qu'il y a des gens qui réussissent. Puis là, ils ont-tu réussi au bon prix, pas au bon prix, on sait pas. Tu sais, la loi du marché, c'est que l'acheteur décide ce qu'il veut payer. Fait que, tu sais, dernièrement, on a une madame, elle a affiché sa propriété, elle se commande une pancarte. La pancarte coûte 75$. Elle pose sa pancarte, il arrête un monsieur dans la rue, il dit, comment vous vendez votre maison? Avant la maison, monsieur, tu sais. La fille, ça lui a coûté 75$ vendre sa maison. Elle a-tu bien vendu, elle a-tu mal vendu? On ne saura jamais, mais elle, c'est ce qu'elle voulait, puis elle a réussi à le faire pour 75$. Puis en ce moment, vous utilisez l'IA dans vos processus, j'imagine, avec Ubi. C'est quoi? Est-ce que tu penses que l'IA va remplacer les courtiers immobiliers dans le temps? La semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. On utilise beaucoup l'IA pour développer, puis dans les systèmes internes, mais le courtier immobilier est trop important dans la transaction du niveau humain, émotionnel, relationnel. Puis je sais pas si un jour l'IA va aller là, mais moi, ce qui me fait peur dans l'IA, c'est qu'elle est tout le temps d'accord avec toi. T'es comme, hey, faudrait que je fasse ça ou ça, puis là, elle s'exprime pas trop, puis là, tu lui dis de quoi, puis en tant que personne qui l'utilise, t'as tout le temps raison, mais tu sais, il te faut quelqu'un qui te challenge. Là, il faut. Le courtier immobilier, il est là pour te dire, t'es sûr que c'est pas grave qu'elle soit pas orientée plein sud de ta maison parce que ça va te déranger tantôt, mais qu'il fasse pas soleil quand l'été arrive. Je sais pas c'est quand l'IA va être capable de faire ça, mais il y a tellement d'émotions puis d'humains derrière une transaction que je pense pas que c'est possible. Moi, je pense qu'on peut faire, c'est créer des outils qui te permettent, en tant que courtier, de travailler plus efficacement. Puis nous, ben, c'est des outils qui nous permettent d'offrir une plateforme plus rapidement et efficacement. Mais il faut qu'il reste de l'humain, là. Totalement d'accord. Puis, pour revenir sur le côté entrepreneur, parce que c'est vraiment l'objectif du podcast, avec Ubi, ça a été quoi votre plus gros défi jusqu'à présent que vous avez eu? C'est une bonne question. Enfin, j'ai trop de défis, fait que j'essaie de te nommer. C'était avant de choisir juste un. Ben, c'est parce que ça serait facile de répondre les poursuites, puis c'était vraiment un gros défi, mais je pense pas. Je pense que notre plus gros défi en date d'aujourd'hui, c'est de bien communiquer ce qu'on peut faire,
puis comment on le fait, aux différentes personnes avec qui on travaille, qui ont des intérêts différents envers nous. Comment bien parler au client pour que ça le touche, comment parler au client vendeur et acheteur, comment bien parler au courtier, puis comment aligner ce message-là dans une voie de communication qui est compris par tous. C'était encore aujourd'hui, on parle à des courtiers, puis ils nous répondent arrête de voler mes données. Mais je suis comme, on n'a jamais volé tes données. 2, ce dont tu parles, on le fait plus depuis 6 mois. 3, est-ce que tu as envie de pas travailler plus puis avoir l'opportunité de gagner des clients? Et comme, oui, c'est sûr. Et comme, c'est parce que c'est ça qu'on fait. OK. Et sachant que ton plus grand défi, en fait, c'est un défi de communication. Oui, absolument. Puis je suis pas un bon communicateur. Peut-être un jour, là, j'y travaille très fort. Là. Mais tu sais, autant à l'interne, c'est difficile. J'ai tout le temps eu des projets seuls. Là, maintenant, on a une équipe. C'est une équipe qui grossit. Puis après ça, on travaille avec des partenaires qui sont nos courtiers immobiliers. Puis là, il faut leur parler à ces partenaires-là. Après ça, on a tout notre réseau de professionnels à qui il faut parler. Il faut parler de manière cohérente, mais concise. Puis il faut que je sois meilleur. Là. Ça s'améliore, ça se pratique. Oui. Maintenant, à la fin de la journée, je pense que dans de la vente, c'est tout est communication. Ouais. Puis c'est la même chose dans une transaction immobilière, Ouais. en vente de produits, dans le partage de ta vision. Si jamais Ubi a changé beaucoup dans la dernière année, je pourrais dire, c'est à cause qu'on a communiqué une vision qui était différente que celle initiale, ou du moins elle a repris une direction qui est beaucoup mieux. Ouais, puis tu sais, des fois, ça c'est une leçon aussi d'entrepreneuriat, mais il n'existe pas de fast-pass. Hein. On dirait que les fast-pass, ça existe dans les films, ça a l'air cool, mais c'est comme jamais une bonne idée. Le fast-pass, c'est 10 ans. C'est ça. Mais quand on s'est dit, puis ça c'est un exemple parmi plusieurs, là, mais quand on s'est dit, hey, on a trouvé, on va faire un registre de l'immobilier, puis là, les acheteurs vont tout triper, puis ça va être malade. Mais c'était comme un fast-pass. C'était au lieu de bûcher tout, on fait ce projet-là qui est cool, puis qu'on pense que ça va être un fast-pass pour l'entreprise. Mais là, tu as des centaines de milliers de personnes qui reconnaissent Ubi pour un side project qu'on savait pas trop si ça allait être correct, que ça avait jamais été fait. Puis 1 an, 2 ans après, on rencontre des gens puis sont buggés sur l'article de la presse qu'on vole des données. Fait que t'as comme pas le choix, faut que tu fasses le trajet de bûcher chacune des étapes de l'entreprise. Puis en tout cas, il n'y a pas de fast-pass. Faut que tu le travailles. Effectivement, c'est ça, être entrepreneur. Puis des fois, tu vas tomber, tu te relèves, puis il faut repartir. Puis indépendamment, malgré mes opinions préconçues de Ubi, j'ai eu la chance de l'essayer dans la dernière 2 semaines. Ouais. J'ai l'essayé. Je me suis logué une fois. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, et puis de voir un peu le back-end, d'avoir les conversations avec toi, on se rend compte qu'en tant qu'entrepreneur, courtier immobilier et ou Ubi, on fait la même job en quelque sorte. C'est de donner un produit au client qui répond le mieux à ses besoins, puis après ça, de le guider, de le conseiller en fonction de ce qui est le meilleur pour lui. Ouais. Puis à la fin de la journée, ça reste ça. Puis je pense que le message, il faut qu'il reste axé là-dessus aussi. Ouais, puis je salue ton ouverture. D'ailleurs, je connaissais pas tes opinions avant qu'on se parle, puis tu étais très ouvert quand on s'est parlé, mais pour moi, ça faisait pas de sens qu'on en parle pendant 1 heure puis que tu l'aies pas vécu en tant que courtier. Fait que je trouve ça cool que tu aies accepté de le faire. Puis comme... Ça m'a pris quelques secondes. Au début, j'étais pas sûr. Ouais. Ça me tente-tu, ça me tente pas. puis finalement... écoute, si tu décideras de le couper au montage, je n'ai pas envie d'en parler, mais... Non, mais je peux être transparent sur l'expérience. Ouais, c'est ça, j'allais te demander comment ça a été. Écoute, ça a bien été en soi, je veux dire... ça a bien été parce que tu as tout configuré dans le back-end pour moi. Je ne sais pas ça aurait été comment si ça n'avait pas été configuré, mais... Parce que grossièrement, moi, j'ai ouvert ton compte, puis on a un outil qui permet d'envoyer tes offres de services automatiquement. Fait que là, je t'ai dit, hey Dom, comment tu veux soumissionner pour quel secteur, puis je t'ai fait des règles pour que ça parte tout le temps tout seul pour toi. Bon, fait que tu m'as sauvé toute cette étape-là quand même. Ça a bien été. Somme toute, je me connectais, j'avais des soumissions automatiques qui étaient
était généré. Et là, on a appris ce matin que j'avais un client, puis finalement, je l'ai appelé, puis on a pris rendez-vous. Mais donc, tout le temps une question de timing. Exactement, parce que comme dans toute plateforme, il y a des ajustements à faire, des petites choses qu'on doit améliorer. Donc, en quelque sorte, je vous ai peut-être aidé à mettre en place 2-3 petites affaires, les courriels, le texto. Mais je pense que c'est ça l'innovation, c'est d'apporter ça à un autre niveau, puis à la fin de la journée. Mais je vais te dire comment ça a été mon expérience avec Ubi une fois que je vais avoir rencontré la cliente et puis qu'on va avoir été de l'avant. Je vais te faire un petit compte rendu. Puis, je vais être très content de l'entendre. Puis, tu sais, vois-tu, quand je parle de communication, si en tant que personne, je peux m'améliorer, c'est plus là d'aller rencontrer des gens. Puis là, j'ai profité de mon passage à Montréal pour ton podcast pour offrir des disponibilités à des jeunes de ce secteur-là, parce que moi, j'étais à Québec, puis j'ai booké mon agenda de rencontres avec des courtiers avec qui on travaille, puis d'autres avec qui on travaille pas. Puis ça a tellement été pertinent, chacune de ces rencontres-là. J'ai des nouveaux courtiers avec qui on travaille, j'ai des nouvelles modalités avec ces courtiers-là, j'ai des nouvelles idées, ils m'ont soulevé des trucs. Puis tu sais, des fois, c'est tellement niaiseux, là, parce que dans la plateforme, quand tu gagnes un mandat, faut que tu payes pour avoir accès aux infos du client, puis on te présente les infos du client. Ça fait 1 an qu'on a peur, là. Je savais même pas que tu pouvais pas copier-coller son courriel puis son téléphone. Il faut que tu parles à un courtier qui a gagné une dizaine de mandats pour qu'il te dise « Hey, ce serait tellement plus facile de mettre les infos du client dans mon système si je pouvais copier ces trucs. » Ouais, ou comme on avait parlé de l'API direct. Ouais, mais comme... Faut que j'aille prendre un café avec un courtier pour l'apprendre. Il faut que je sois dans le marché, il faut que je parle avec des utilisateurs, puis après ça, on s'améliore en fonction des commentaires qu'ils ont. Puis drôlement, là, je m'amuse avec les courtiers avec qui on travaille beaucoup en leur disant qu'est-ce qui changerait ta vie, t'sais? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui changerait ta vie, puis de me faire répondre si je pouvais copier-coller son numéro de téléphone, son courriel, comme hey, je vais changer ta vie avec plaisir. Mais tu sais, il faut qu'on parle avec les gens avec qui on travaille pour le savoir. Moi, j'ai une question pour toi afin de finir en beauté le podcast. Ouais, vas-y. Je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, ça serait quoi? Moi, je dirais, avec beaucoup de confiance, c'est pas mal moins risqué que tu penses. T'sais. Puis, je suis un gars qui fait, mettons, du sport extrême puis qui aime ça sortir de ma zone de confort puis qui est très intense. Puis, ça a été long avant que ma tête comprenne que l'entrepreneuriat, c'est moins risqué que tu penses. Puis on dirait qu'on est d'une société où tout le monde trouve ça difficile, complexe, insécurisant. Mais comme, fais-le, puis tu vas voir là, après 1 an, c'est pas si pire que ça. Là. Puis, dernière question qui m'est venue en tête pendant... Ouais, vas-y. Est-ce que Ubi est pour toi un autre projet sur le côté où là, t'as brûlé les bateaux? Ouais, j'ai brûlé le bateau. Là. On est en Puis c'est cool que tu dises ça, parce que je te disais que c'était Tantôt, je te disais, j'avais le feeling de ne pas être capable de faire mes projets, puis là, ça a attaqué un peu le mental. Quand j'ai lancé Ubi, rapidement, j'ai senti que ça intéressait des gens, puis autant côté professionnel, courtier que client. Puis je me suis dit, OK, là, on tient quelque chose d'intéressant. Je brûle les bateaux. J'étais comme là, je refais pas l'erreur, là. Genre, je coupe tout, j'ai tout fermé, je m'en vais là-dedans, all-in, puis je m'étais fait une règle, là. Tout ce que je me ferais proposer, c'est non. Toutes les autres options, c'est non. Et là, je fais que ça, mais je vais aller au bout. Puis l'autre bord, on checkera si c'était bon ou pas, mais là, je fais que ça. Là. Burn the boat. Ouais. Merci d'avoir pris le temps d'accepter l'invitation, d'être là aujourd'hui et de nous partager la vision de Ubi. Ça fait tellement plaisir. Thank you.